Bonjour Claire Hédon. Bonjour. Claire Hédon, vous êtes défenseur des droits. Vous êtes notre vigie en quelque sorte et vous rendez un rapport accablant. Les atteintes aux droits se multiplient partout en France et dans presque tous les domaines. Services publics, police, maintien de l'ordre. Alors il y a la question des libertés, il y a la question de la vigilance sur le maintien de l'ordre. On va y revenir sur l'usage de la force. Vous étiez d'ailleurs au PC de sécurité de la préfecture de police de Paris pour l'une des récentes manifestations. Vous allez nous raconter ce que vous y avez vu, mais aussi sur le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit au service public en général. Et là aussi, votre rapport, il est saisissant. Les Français ont-ils tous accès au service public? Sommes-nous égaux face au service public? On va y revenir. Mais une question que je n'aurais jamais imaginé avoir à poser, Claire Hédon. A-t-on le droit d'interdire les casseroles en France? En tout cas, on a le droit de manifester en France. Et c'est un des piliers de la démocratie. Quand on parle de la démocratie, on pense tout de suite élection et représentativité électorale. Mais en fait, la démocratie, ce n'est pas que ça. C'est ça, certainement. Mais c'est aussi la liberté d'expression, la liberté d'association, la liberté de manifester. Et le principe... Je voudrais qu'on écoute, parce que est-ce qu'on a le droit de faire du bruit avec des casseroles en France? C'est ce qui s'est passé hier. Et ça a visiblement été interdit par certains. Écoutez. C'était évidemment à l'arrivée d'Emmanuel Macron dans l'Hérault, et comme ça a été le cas, partout il a été pratiquement depuis 2 jours. Et certains policiers, on les a vus, ou gendarmes, qui ont demandé à ouvrir les sacs des manifestants ou des manifestantes et qui interdisaient les casseroles, les boîtes de conserve, tout ce qui pouvait être un objet sonore portatif. C'est légal, ça? Alors, nous ne sommes pas encore saisis de cette situation et j'imagine que, vu ce qui se passe, on va être saisis et du coup, nous mènerons une enquête. Et entre autres, nous demanderons à connaître l'arrêté préfectoral qui a été rendu. Et à partir de là, ce qu'on va évaluer, c'est effectivement, est-ce qu'il y avait vraiment un risque de trouble grave à l'ordre public? Parce qu'en fait, l'État, effectivement, les pouvoirs publics peuvent interdire une manifestation s'il y a un risque grave de trouble à l'ordre public. Et donc, ce qu'il faut analyser dans cette situation, c'est est-ce qu'il y a un risque grave de trouble à l'ordre public? C'est vraiment la question qui doit être analysée. Mais j'insiste sur cette question de liberté de manifester, aussi sur le fait que les organisateurs doivent déclarer la manifestation, mais c'est pas une demande d'autorisation, ce qui est une nuance, et participer à une manifestation qui n'a pas été déclarée n'a rien d'illégal. Donc ça, c'est quand même... En fait, ça n'est illégal que si elle a été expressément interdite. Exactement. Et ça, c'est quand même un point qui est vraiment très important. Et elle n'est interdite que s'il y a un risque grave de trouble à l'ordre public. Autrement, elle n'a pas de raison d'être interdite. Enfin, ce que je veux dire, c'est que le principe, c'est la liberté de manifester. Et d'ailleurs, c'est aussi le principe de base du maintien de l'ordre et du schéma de maintien de l'ordre. L'objectif premier, c'est cette liberté de manifester. Alors le maintien de l'ordre, on va y revenir parce que je voudrais que vous puissiez nous raconter ce que vous avez vu. Encore une fois, vous avez préféré carrément regarder au plus près ce qui se passait dans l'usage de la force. Mais depuis plusieurs jours, la question de l'accès aux soins, l'accession de l'accès aux services publics en général, la question des erreurs parfois manifestes dans des dossiers, dans des droits, la question de la fraude sociale, de la fraude fiscale, ont été mis sur le devant et notamment par le gouvernement. Dans votre rapport, vous constatez que les libertés, mais aussi les droits des Français sont très souvent bafoués, ne serait-ce que parce qu'on n'y a pas tous accès. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Est-ce que vous pouvez nous raconter le parcours du combattant de certains Français? Il y a des exemples très concrets. On est saisi par un jeune qui n'arrive pas à toucher ses aides au logement et pour qui on pourrait dire bon, c'est pas très grave et tout, mais ça le met en grande difficulté. Il n'arrive plus à payer son loyer. C'est comme ça que des jeunes sont expulsés. Je pense à une personne âgée qui passe à la retraite et qui ne touche pas sa pension. Son dossier est bloqué. On passe son temps à lui redemander les mêmes pièces. Elle vit pendant 2 ans avec 90 € par mois. Elle n'a pas de ressources. Une autre femme qui veut toucher une pension de réversion. Son mari est décédé. Elle vit avec 400 € par mois. Elle ne touche toujours pas sa pension de réversion. Alors évidemment, moi, je continue à dire que je ne vois que ce qui ne va pas. Par les réclamations que nous recevons. Par définition, quand on vous saisit, c'est qu'on a besoin de vous et c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Voilà, mais ce qui nous frappe avec les 570 délégués qui sont sur le territoire et qui accueillent en physique les réclamants, parce que c'est notre force, nous accueillons les personnes physiquement. Et vous physiquement. insistez sur en physique, parce que ça fait aussi partie de ce que vous dénoncez, le fait que désormais, quand on a besoin d'avoir accès à un service public, eh ben, on a énormément de mal à avoir un échange avec un être
humain. Oui, et on a au téléphone quelqu'un qui n'a pas accès à votre dossier et qui ne peut pas le régler. On a du mal à avoir un rendez-vous physique. Il y a des rendez-vous qui ont été maintenus dans les services publics. Je ne dis pas qu'ils ont tous été supprimés, mais pas en nombre suffisant. Et bilan, les personnes se retrouvent sans solution. Arrivent devant nos délégués, sont épuisés, énervés, en colère, en disant mais j'arrive à joindre personne. Et à partir de là, on arrive à démêler les questions. On rétablit, 80% de nos réclamations sur les 126 000 sont traitées en médiation. Les 3/4 aboutissent. Donc on arrive à des résultats. Mais moi, le but, c'est pas qu'on ait de plus en plus de réclamations. Le but, c'est qu'on arrive à tarir le problème à la source. Et c'est pour ça qu'on que ait je de dis... moins en moins de réclamations à la fin, parce que les choses fonctionneraient. Ce serait le signe que ça fonctionne. Exactement. Donc ça veut dire, vous l'avez dit, un accueil physique, ça veut dire un accueil téléphonique de quelqu'un qui est en capacité de traiter le dossier. Et le dernier point sur lequel j'insiste, ce n'est pas possible de faire toutes les démarches en dématérialisé. Les derniers chiffres de l'étude du Crédoc disent 1/3 de la population française de plus de 18 ans est éloignée du numérique. 1/3 de la population. Éloignée du numérique, ça veut dire aussi que parfois, elle a l'outil, mais elle ne sait pas forcément s'en servir. Elle se décourage, ça marche pas, ça bug. Et finalement, tout le monde n'a pas Internet. Par Arrêtons de ne penser. pas poursuivre. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un abandon. Il y a un abandon d'accès aux services publics. Exactement. Et c'est ce qu'on appelle le non-recours. On dit, on comprend pas très bien pourquoi il y a autant de gens qui ne demandent pas des aides auxquelles ils ont droit. Mais moi, ce que j'observe, c'est pas tant qu'ils ne demandent pas, c'est que c'est en fait un peu un parcours du combattant et qu'effectivement, au bout d'un moment, ils abandonnent et ils renoncent. Particulièrement ce renoncement d'ailleurs chez les personnes âgées. Plus important que vous sur le reste de êtes la particulièrement intéressé aux personnes les plus vulnérables, les personnes âgées, mais aussi la question de la protection de l'enfance ou de la question de la protection des étrangers. Quand vous avez entendu Emmanuel Macron lundi soir, et puis ensuite repris par Bruno Le Maire à ce même micro, ou Gabriel Attal, qui ont ciblé particulièrement les fraudes aux aides sociales, avec aussi la question, pas uniquement du Maghreb, mais régulièrement quand même, il pointait la question d'aide qui serait perçue par des gens qui ne vivent pas assez sur le territoire français et davantage au Maghreb. Comment vous avez réagi ? Lutter contre la fraude est parfaitement légitime. Mais moi, ce que j'observe, c'est qu'on qualifie de fraude des erreurs. Et on a plusieurs exemples d'une femme, justement, qui avait omis de déclarer à la CAF les revenus de sa fille, mais qui les avait déclarés aux impôts. Donc c'est bien une erreur, il n'y a pas une volonté de cacher, autrement elle ne l'aurait pas déclaré aux impôts. On considère qu'elle fraude, ça veut dire des pénalités supplémentaires. On a pu rétablir pour faire considérer que ce soit une erreur et non pas une fraude. Donc ce que j'observe, moi, c'est plutôt majoritairement des erreurs. Et puis, excusez-moi, si on compare les montants, on a 1/3 de non-recours au RSA, ce qui fait faire une économie à l'État bien plus grande que ce qu'il peut y avoir en termes de fraude. Mais vous voyez bien dans ce que je vous vous dis. dire, c'est qu'il y a donc 1/3, vous rappelez ce chiffre, il y a donc 1/3 des Français qui auraient droit aux aides et qui ne les prennent pas. Oui, donc ce ne sont pas des abus là pour le coup. Exactement. Et souvent ils ont démarré les démarches. C'est pas du tout qu'ils ne savent pas qu'ils peuvent pas en bénéficier. Ils ont abandonné devant la complexité, devant le risque aussi d'accusation de fraude. Et donc ce que j'observe, moi, c'est plutôt des entraves à l'accès aux droits que des questions de la de fraude. Pour vous, si c'est le mot serait exagéré, mais en tout cas, s'il y a quelqu'un qui fraude dans cette histoire, c'est le service public en n'aidant pas suffisamment. Je l'ai dit, vous l'avez pas dit. En tout cas, s'il y a une responsabilité dans cette histoire, vous estimez que la responsabilité des services publics à ne pas faciliter l'accès aux aides doit être pointée au moins également. Autant d'énergie à ce que tout le monde puisse bénéficier des aides auxquelles ils ont droit. Il y a quand même une avancée. Emmanuel Macron a annoncé hier notamment le versement à la source d'un certain nombre d'aides. Ça pourrait être une des solutions à apporter à toutes ces questions, à la fois de fraude, mais aussi de non-recours. Ça va être le cas pour le RSA, mais moi je vais vous dire ce que j'observe sur les APL, où c'est déjà le cas. J'observe évidemment des bugs, des erreurs, des bugs informatiques. Il y aura toujours des bugs informatiques, donc il faudra toujours une cellule en capacité de le régler au plus vite. Et donc j'observe à la fois des bugs, des erreurs, des entreprises déclarées où la personne a travaillé pour l'entreprise et n'y a jamais travaillé, à qui du coup on demande, il faut que vous prouviez que vous n'ayez pas travaillé pour l'entreprise, ce qui est quand même un comble. Et donc moi j'ai des réclamants, ça fait 6 mois, 1 an, 18 mois qui ne touchent plus leurs APL. On en a qui sont expulsés puisqu'ils n'arrivent plus à payer leur loyer. Expulsés de leur logement parce qu'ils n'arrivent plus à payer leur logement alors qu'ils y auraient droit. Alors qu'ils auraient droit aux APL et simplement parce qu'il y a eu des difficultés. Et on est sur justement l'automatisation des aides sur les APL. On est exactement. Donc si on fait la même chose sur le RSA, je suis excessivement inquiète de ce qui peut se passer. Le principe est bien. Moi, ce que je ne comprends pas dans toutes ces situations, c'est pourquoi on n'a pas une cellule de crise qui règle les bugs informatiques et les erreurs, qui est capable... En temps réel, surtout. Pour pas que les gens aient à attendre des mois. Qu'on peut appeler ou on peut avoir un rendez-vous qui débloque le dossier tout de suite. Et ça, juste, il faut, dans les règles, dans tout ça, c'est vraiment quelqu'un qui règle les difficultés, quelqu'un à l'accueil, quelqu'un au téléphone, tout ce monde-là qui est capable de traiter le dossier et pas simplement de répondre « oui, je vous conseille, allez prendre rendez-vous », je ne sais pas quoi, mais qui n'est pas une vraie aide sur le dossier.